travaille à la Fondation Phoenix depuis longtemps, avec les adolescents depuis quelques petites années. Mais j'ai un parcours en addictologie depuis quasiment 25 ans. Et si je le dis là, c'est parce que d'avoir vu tellement d'adultes dans les problématiques addictives qui souvent, pas toujours, mais souvent à l'âge adulte ont un caractère chronique et compliqué, m'a donné vraiment tout l'élan à mettre dans le parcours avec les jeunes pour faire ce travail de prévention de problématiques qui pourraient s'installer beaucoup plus durablement. Voilà, juste un tout petit peu comment ça va s'articuler, cette présentation. Donc, 2-3 points en introduction d'abord. Et puis, comme on est dans la question de la prévention, pour moi, la prévention, tout un chacun peut la faire, quelle que soit sa fonction, dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle. Mais je pense que quand on a un certain nombre d'éléments comme ça de base, ça nous aide, je pense que ça nous aide tout un chacun. On n'a pas besoin d'être spécialiste, mais ça nous aide à aller faire ce travail de prévention, c'est-à-dire de parler avec les jeunes, tout simplement de parler des choses. Donc, quelque part, ma présentation, elle s'organise un peu là autour de vous transmettre un certain nombre d'informations que probablement vous savez déjà, mais des fois de les reposer, de les repositionner, ça nous aide à nous les réapproprier et du coup à en parler un petit peu plus facilement. Alors voilà les questions un petit peu de départ. Donc c'est comment mieux identifier les jeunes qui sont les plus à risque de développer des consommations problématiques. Voilà, sachant qu'à l'âge de 15 ans, on a 75% des adolescents qui, à un moment ou à un autre, ont tenté une substance ou l'autre dans un usage récréatif, festif. Et évidemment, ce n'est qu'un petit pourcentage parmi ceux-là qui vont développer des problématiques en lien avec les substances. Alors, quelques constats. Donc, je suis repartie un petit peu dans la présentation du forum d'aujourd'hui. Ça m'a parlé, le culte de la performance, que ce soit au travail ou dans les loisirs. Je pense que c'est quand même un élément qui est assez présent dans notre société, qui est plus ou moins discuté dans différents milieux, entre collègues. On parle de ça aussi, certainement dans différents endroits. On est dans une société où la question des phénomènes addictifs, sans parler d'addiction, mais comme les phénomènes qui pourraient avoir ce potentiel-là ont tendance à augmenter. On est dans une société où on a accès à beaucoup de choses très rapidement, beaucoup de choses de la vie, accès à la nourriture, enfin via les réseaux, on a accès à toute forme de nourriture. En 1 heure, un livreur peut nous amener toute forme de nourriture. Enfin, que dire de l'accès aux substances ? Quand j'étais adolescente et puis que les jeunes cherchaient du cannabis, il fallait aller jusqu'au jardin anglais, trouver un dealer. Enfin, c'était toute une histoire. Maintenant, via les réseaux, l'accessibilité aux produits, elle se fait de manière très anonyme, très rapide. Voilà, il y a quelque chose d'une accessibilité très importante. Jean-Paul Coutron, c'est un psychologue clinicien français qui a parlé d'une société addictogène, enfin faisant référence un petit peu à ce que j'ai dit là, le côté de la surstimulation, de l'accès très rapide aux choses, la notion de marketing aussi assez agressif, enfin très ciblé via les algorithmes aussi, enfin notamment sur les réseaux, enfin tout le marketing par exemple autour des puffs depuis quelques années qui est vraiment très très ciblé dans le sens de plaire à des tout jeunes. Boissons énergisantes, compléments alimentaires. J'ai rencontré il y a quelques jours 4 étudiants en médecine qui faisaient tout un travail sur la question c'était leur question d'une potentielle dépendance, addiction aux boissons énergisantes.
Là aussi, dans un contexte d'étudiants en médecine où on cumule les boissons énergisantes sur les bureaux, comme pour montrer, avec notamment, enfin, c'était une de leurs questions, le besoin de montrer, tu as vu combien de boissons je bois, ça montre combien je me dépasse, combien je vais au-delà de mes capacités. Il y aura donc tous ces comportements de recherche du plaisir, dans l'immédiateté, recherche de la sensation, c'est des comportements qui agissent sur ce qu'on appelle le circuit de la récompense, sur un plan du développement du cerveau. Je vais en dire 2-3 mots tout à l'heure, parce que c'est quand même quelque chose qui est une particularité à l'adolescence. Donc voilà, beaucoup de solutions qui peuvent être, quand les situations sont difficiles, qui peuvent être des échappatoires, des manières de se réfugier dans des espaces, dans des sensations différentes pour faire face à un quotidien qui, parfois, peut être trop compliqué. Pour se sentir peut-être plus outillé dans notre rôle de prévention de tout un chacun, je pense que je voulais vous préciser un tout petit peu des définitions comme ça de base pour pas utiliser finalement les mots à tort et à travers. On a parlé des écrans. Moi qui travaille dans une consultation avec des adolescents et des jeunes adultes, on voit beaucoup de parents. Très souvent, on reçoit des parents qui arrivent, mon fils est complètement dépendant aux écrans, est complètement addict, a besoin d'une cure de désintoxication. Donc, dans ces situations-là, c'est toujours utile, je pense, de faire ce travail un tout petit peu de dédramatisation des choses, de repositionner, mais dans quoi est-ce qu'on est, à savoir qu'en termes de, vu qu'on en a parlé, alors moi je vais plus m'orienter sur les substances, mais vu qu'on en a parlé du côté des écrans, par exemple, on ne parle pas d'addiction aux écrans, est reconnue par l'OMS la notion d'addiction aux jeux vidéo à partir de 18 ans, et pour autant que le temps passé sur les jeux vidéo prend tellement d'ampleur dans la vie du jeune que ça va de pair avec le fait que le jeune est désinséré de toute activité sociale depuis au moins 12 mois. Donc pour dire que quand on parle d'addiction aux écrans, déjà ça n'existe pas, mais d'addiction aux jeux vidéo, c'est vraiment avec des critères qui sont très très précis. Bon, mais enfin là, ce que je voulais surtout spécifier, c'est la différence entre addiction et dépendance, parce que voilà, avec l'évolution, on parle, les mots changent. Autrefois, on parlait de toxicomanie, toxicodépendance. On n'en parle plus tellement comme ça. La notion d'addiction, elle fait référence à ce qui se passe sur le plan comportemental. C'est vraiment face à un comportement en lien avec une consommation. Ça peut être en lien avec une consommation, mais ça peut être avec les achats compulsifs, enfin d'autres choses. C'est la question d'un comportement qui soit compulsif, qui soit irrépressible et qui va entraîner un impact négatif sur les activités du quotidien. Un décrochage scolaire, un isolement, avec une notion vraiment de perte de contrôle face à ce comportement. Donc c'est vraiment ce qui doit être décrit. Quand on parle de dépendance, là on fait référence quand même strictement à ce qui se passe sur le plan physiologique. C'est vraiment la dépendance à une substance qui fait que la substance, je ne peux plus fonctionner sans cette substance, j'ai besoin de cette substance pour que mon état physiologique, que je me sente suffisamment bien. Donc il y a vraiment une adaptation physiologique. Typiquement, c'est dans la dépendance à l'héroïne. Dans les notions de dépendance, du coup, il va y avoir la question vraiment du sevrage, de symptômes physiques de sevrage si j'arrête la substance. La notion de tolérance, c'est le fait d'en avoir toujours plus besoin. Donc j'en parle là parce que ça, je pense que dans la prévention, parce que c'est ça notre sujet ce matin, pour moi la prévention c'est vraiment de pouvoir parler des choses tout simplement. C'est plus les notions d'interdire, enfin on n'est plus là-dedans, on est dans un rapport de plus en plus horizontal avec les jeunes. Enfin la
la société évolue comme ça. Et je crois que la prévention, c'est vraiment de pouvoir parler de tout ça avec eux. Alors, quand questionner, ben, voilà, dépendance, addiction, qu'est-ce que tu en penses? On n'a pas besoin d'être spécialiste, hein, vraiment, comme je le disais, mais ce que je vous présente là, c'est plus dans l'idée de pouvoir soutenir et alimenter un petit peu le discours que tout un chacun peut avoir, ou les conversations que tout un chacun peut avoir avec les jeunes. Une nuance que je trouve aussi assez intéressante, enfin dans l'évolution en addictologie, c'est qu'on parle parfois plus d'un trouble qui est lié à l'expérience psychoactive plutôt qu'à la substance psychoactive. Hein. L'expérience, c'est-à-dire qui n'a pas expérimenté de se trouver, par exemple, sur son téléphone à scroller sur un réseau social. Et quelque part, si on fait un peu d'introspection à ce moment-là pour essayer de sentir ce qui se passe, probablement on est un petit peu à la recherche, quand on scrolle, à la recherche de quelque chose d'un contenu qui va me procurer un plaisir que je recherche. Donc on est là dans une expérience psychoactive. Pour aller un tout petit peu plus loin dans identifier dans quelle situation est-ce qu'on est face à un jeune qui consomme. Il y a 3 types, pour être un peu dans les catégories, ça nous aide toujours un peu à nous situer. Donc, je parlais tout à l'heure, il y a, au premier niveau, on va dire, il y a la consommation conviviale, festive, où on cherche le plaisir qui se passe avec les copains. Là où 75%, je disais, des jeunes de 15 ans, par exemple, ont tenté, ont essayé une substance ou l'autre. En général, c'est dans ce contexte-là. Et là, sur le plan de l'insertion, ce qu'on peut observer, c'est qu'on est en général face à des jeunes qui sont insérés dans le cursus scolaire, qui continuent leurs activités. Et puis, si on est face à un jeu, pourquoi à ce moment-là, on peut commencer ce travail de prévention primaire qui est celui d'être en lien, de parler des choses, de bavarder avec lui, de transmettre des informations ou de chercher de l'information ensemble, de questionner, qui est toujours, je pense, une manière chez les jeunes de pouvoir travailler avec eux le développement d'un esprit critique, là où à l'adolescence, par définition, on le verra un petit peu après, on a plus tendance à être plus dans l'action, dans l'immédiateté, voire dans l'impulsivité. Deuxième niveau, la consommation autothérapeutique ou automédication encore. Là, en général, on est déjà avec un jeune qui consomme plus régulièrement, qui peut consommer seul, qui va consommer dans sa chambre, par exemple, ou avec les copains plus seul. À ce moment-là, il y a déjà un effet anxiolytique, un effet antidépresseur qui est en général pas forcément identifié par le jeune, parfois oui, parfois non, ça dépend des jeunes. Un effet somnifère qui peut être cherché aussi. Dans ces moments-là, sur le plan de l'insertion, on va observer souvent des premiers signes de décrochage scolaire, des premiers signes d'échec, parfois un retrait, des premiers signes d'isolement. Et dans ces moments-là, effectivement, peut-être qu'on peut commencer à se questionner en termes d'accès aux soins. Alors, pas forcément dans une structure spécialisée dans la nôtre, pourquoi pas, on en reçoit aussi. Il n'y a pas forcément tout un suivi qui va être mis en place, mais ça peut être aussi ailleurs, chez le pédiatre, enfin dans une structure, chez un psychologue, ici ou là. Ils peuvent arriver dans différents endroits, mais là, on commence quand même à questionner ce qui se passe quand il y a les signes de décrochage qui arrivent. Et quand on parle vraiment de consommation addictive, alors là, souvent, on est face à des jeunes qui recherchent vraiment un effet anesthésiant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le sentiment de se mettre dans une bulle, ça peut être, si c'est du cannabis ou autre chose, consommer du matin au soir, enfin vraiment se couper de ses ressentis, se couper de sa pensée, vraiment de se couper de ses émotions. Donc là, on est vraiment dans une consommation quotidienne
Et puis en général, on est face à des jeunes qui sont vraiment en rupture du côté de la formation, qui ont peut-être changé de groupe d'amis, puis qui se retrouvent avec des copains qui sont aussi en rupture, là aussi pour être dans ce groupe d'appartenance dont on parlait tout à l'heure, qui, quel que soit l'adolescent et ses difficultés, va devoir être dans un groupe d'appartenance, parce que je crois qu'il y a quelque chose de fondamental là pour la construction de son identité. Là, j'ai simplement listé finalement l'objet d'abus ou l'objet d'addiction selon où est-ce qu'on est, avec substance, sans substance. Je ne vais pas les lire, je les ai listés parce que je pense que là aussi, ça nous donne ça peut donner une espèce d'image de tout ce qu'il y a, et ça facilite ensuite pour pouvoir en parler. Vous avez peut-être entendu dans l'actualité, voilà, ça part dans les médias standards. Dans l'actualité, on parle passablement de la kétamine maintenant, qui est une substance qui nous préoccupe aussi, nous, à la consultation, parce que voilà, la kétamine, à la base, c'est un anesthésiant qui avait été utilisé même en médecine vétérinaire, et puis qui est utilisé là, qui se répand pas mal depuis un certain nombre d'années, qui a un effet assez intense, donc recherché, qui a un effet... un craving assez fort, c'est-à-dire qu'il y a l'envie d'aller en reprendre qui est particulièrement forte avec la kétamine. Et puis ce qu'il faut savoir, pas dramatiser peut-être un peu avec la kétamine, c'est que la kétamine peut avoir, quand elle est prise sur un certain temps, peut avoir un impact, faire des dégâts sur le système urologique, des dégâts irréversibles. Donc il arrive, moi je n'en ai encore pas rencontré, mais il peut arriver, j'ai déjà entendu parler d'un jeune qui a 25 ans, finalement se retrouve avec une sonde urinaire à vie. Donc c'est pas pour noircir le tableau, parce qu'on le fait pas, c'est pas notre manière de travailler, mais parfois il y a quand même des choses à savoir, là où les jeunes le savent en général. Quand on leur en parle, évidemment ils le savent, parce qu'ils sont toujours informés de beaucoup de choses, ce qui n'empêche pas d'être aussi dans une position de banalisation ou de mise à distance. Donc, par exemple, nous, la kétamine, on a tendance à parler de ça, exprès de dramatiser un petit peu l'histoire. J'aime bien ce tableau qui a peut-être l'air un peu compliqué, on va pas, au départ, mais finalement qui montre, qui situe les substances dans leur rapport avec la toxicité du produit, l'intensité des sensations provoquées et la dépendance physique du coup que ça procure. Et je trouve que ce tableau, il est intéressant parce qu'il peut déconstruire un tout petit peu parfois les idées reçues. Par exemple, l'héroïne, si on prend l'héroïne qui nous affole toujours, et d'autant plus chez les tout jeunes, et ça arrive, on en entend des jeunes consommateurs d'héroïne dépendants aux opiacés. Donc l'héroïne entraîne une dépendance forte, une intensité, fait vivre une intensité de sensations importante, mais par contre en termes de toxicité, pour voilà, l'aspect strictement toxique de l'héroïne, pour autant qu'elle ne soit pas complètement mélangée avec d'autres produits, la toxicité n'est pas très importante. Beaucoup moins importante, par exemple, que, qu'est-ce qu'on peut dire, on a le crack, on a la kétamine dont je parlais, dont la toxicité est beaucoup plus importante, mais la dépendance, parce que là on parle de dépendance physique, n'est pas importante. La kétamine, ça va être le côté addictologie comportementale qui va être assez important. On peut voir que l'alcool se situe assez au milieu, entraîne une dépendance relativement importante, une intensité d'effet assez importante aussi, et une toxicité aussi assez importante. Elle qui est un produit qui est légal, ça permet aussi de revoir un tout petit peu les choses par rapport à ça.
si on voit le tabac, qui est, je ne sais pas si vous le voyez, parce qu'il est, il est tout au fond, il est un petit peu caché. Il est un peu caché parce qu'il a peu d'intensité en termes de sensation. Par contre, en termes de dépendance, il entraîne une forte dépendance. Puis la toxicité, le tabac, il faut savoir, en termes d'impact sur la santé publique, c'est le tabac qui reste le plus impactant voilà, en termes d'épidémiologie et de santé publique. Voilà, alors je passe un petit peu à l'autre, la deuxième partie, qui est de vous transmettre quelques notions de base. Parce que moi, je ne suis pas médecin, mais psychologue, donc quelques notions de base autour du développement du cerveau chez les adolescents. Moi, dans mon langage tout simple, j'ai l'habitude de dire comme ça que chez les adolescents, le cerveau se développe de l'arrière vers l'avant. Voilà, dans cette évolution-là, c'est ce que montre un petit peu ce graphique, avec en dernier lieu, c'est vraiment ce qu'on appelle les aires frontales, le cortex préfrontal, ça tout le monde en a probablement entendu parler. On attend parfois, en tant que parents aussi, on attend chez nos adolescents qu'ils puissent développer leur cortex frontal, qui est le cortex frontal, qui est pleinement mûr à l'âge de 25 ans, qui est le siège de l'organisation, de la planification, du contrôle des impulsions, de la prise de décision, voilà, ce qui, chez les adolescents, avant cet âge-là, n'est pas encore pleinement constitué. Donc ce cortex préfrontal, c'est ce qu'on peut appeler le centre de l'évaluation du risque. Moi, je le dis dans un langage plus simple avec les jeunes à qui j'explique aussi tout ça, c'est un peu la tour de contrôle. Mais cette tour de contrôle, eh bien... Ok, à 15 ans, elle est ce qu'elle est. À 25 ans, elle sera pleinement développée. Par contre, dès la puberté, donc ça c'est la partie plutôt arrière du cerveau qui prend sa place, enfin qui se développe. Il y a un gros développement, il y a des profonds remaniements sur plan neurologique pendant l'adolescence. Et à partir de la puberté, tout ce qui est le siège des émotions, le siège des impulsions, le siège des sensations, la question de vivre du stress, c'est ce qui se développe très fort. Donc c'est ce qui fait qu'avec nos adolescents, on est avec des pics émotionnels, puis ça redescend, et ça remonte. Enfin, voilà, c'est pas pour rien, il y a quelque chose qui se passe au niveau du développement du cerveau. Bon, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit, donc il y a vraiment un décalage dans cette maturation du cerveau. En langage, autour de la question du système de récompense qui est impliqué dans la recherche de substances. Donc le système de récompense, c'est ce qui va me procurer du plaisir, des sensations, des bonnes émotions, de l'adrénaline, enfin ça c'est tout ce qui est engagé dans ce système de récompense, recherche de dopamine, on peut aussi le dire comme ça, et en fait ce système de récompense va être très actif à l'adolescence et ne sera plus inhibé, contrôlé, enfin géré par le cortex préfrontal que bien plus tard dans l'adolescence. Ce qui constitue donc effectivement une forme de vulnérabilité neurobiologique qui fait partie de cette vulnérabilité de facto à l'adolescence, qui fait le lit des impulsions, le lit de l'impulsivité. Là, je l'ai repris un petit peu comme ça. Donc ce schéma vise simplement à montrer, on a parlé de l'immaturité cérébrale, là sur la droite, qui favorise notamment les comportements exploratoires. Donc à la fois sur la droite, il y a la question de l'immaturité cérébrale, et sur la gauche, c'est la question de quels sont sur le plan plutôt du développement psycho-affectif, quelles sont les tâches développementales de l'adolescence. Donc là, on est dans le registre du développement affectif, psychologique. Donc les tâches de l'adolescence, c'est bien de se trouver soi-même. Alors j'ai trouvé très intéressant tout à l'heure la présentation, parce que je crois que ce que vous décriviez montrait vraiment ces jeunes
la question du groupe d'appartenance, qu'est-ce que je montre de moi, qu'est-ce que je ne montre pas, qu'est-ce que je montre à qui. Tous ces aspects-là, c'est vraiment des aspects qui sont fondamentaux dans la construction de l'identité. Et dans ce sens-là, je pense que l'usage de l'immense majorité des jeunes à travers les réseaux sociaux ou voilà, ces choses-là font un travail aussi développemental. J'avais entendu, ça me parlait beaucoup, on en parlait peut-être plus à l'ère du Covid, hein, où beaucoup de jeunes étaient à ce moment-là sur leur ordinateur. Enfin, c'est resté, c'était déjà là avant, mais j'avais entendu, voilà, ça m'avait parlé un petit peu en tant que maman d'adolescent aussi. Quelque part, l'ordinateur ou le téléphone, enfin, pour le jeune, c'est une fenêtre vers l'extérieur. Le jeune qui est dans sa chambre, sur son écran, sur son téléphone, quel que soit, il est en lien avec l'extérieur. Et c'est de ça qu'il a besoin, le jeune, c'est d'aller vers l'extérieur. On rejoint la deuxième tâche développementale de l'adolescence. Après la question identitaire, c'est la question de l'autonomisation, donc de se séparer de ses parents. Et de se séparer de ses parents, c'est aller dans le monde, c'est aller vers les pairs. Et actuellement, la question quel que soit l'écran, est aussi une manière d'accéder à l'extérieur, aux autres, au monde, à l'information, à tout un tas d'autres choses qui vont me constituer. Donc l'adolescence, entre ces tâches développementales et l'immaturité cérébrale qui fait partie de cette période de la vie, dans ce contexte-là, la question des comportements exploratoires dont fait partie l'exposition aux substances, évidemment, les comportements exploratoires vont aider à s'autonomiser. Je fais quelque chose dont mes parents ne sont pas d'accord, et comme ça je m'autonomise d'une certaine manière. Ça fait partie de ça. Quête identitaire, je m'expérimente à travers toutes ces expériences. Ça m'aide à me trouver à qui je suis. Qu'est-ce que ça me fait comme sensation? Voilà, pour montrer la question de la vulnérabilité à cet âge de la vie. Ce qui m'amène un petit peu à la dernière partie, on parle en addictologie, pas seulement chez les jeunes, mais des notions de facteurs de risque, facteurs de protection. Donc les facteurs de risque, finalement, c'est l'ensemble des éléments qui peuvent participer à augmenter le risque pour un jeune d'aller vers des conduites à risque de type abus de substances, de type dépendance, voire de type addiction. A contrario, le facteur de protection, ça va être l'ensemble des éléments qui vont atténuer ou empêcher l'impact des facteurs de risque. Donc dans nos évaluations, quand on reçoit les jeunes, l'évaluation, elle est toujours globale. Évidemment, il y a une évaluation de la problématique addictologique, puisque c'est la porte d'entrée des jeunes qui viennent dans notre consultation, mais c'est toujours une évaluation qui est tout à fait large, qui tient compte d'une possible vulnérabilité psychologique, de comment ça se passe à la maison, des relations avec les amis, avec l'école, l'insertion, voire l'isolement. Enfin, voilà, tous ces aspects-là vont être évalués pour permettre de situer un tout petit peu ce jeune dans quelle situation est-ce qu'il est. Dans les facteurs de risque, après je vais peut-être simplement un peu les lister. Je n'ai pas trouvé de vidéo qui pourrait être un petit peu marrante par rapport à ça. Ça va être peut-être un petit peu plus indigeste. Mais enfin, on a des facteurs individuels, familiaux, environnementaux. Après, quand on discute, là, ils sont très catégorisés parce que ça nous aide, je pense, sur un plan théorique à poser des choses. Après, c'est ce que tout un chacun fait quand on discute avec un jeune. C'est des choses qu'on évalue avec lui. Dans les facteurs de risque sur un plan individuel, on a toujours la question de la précocité de l'usage des produits. Enfin, c'est pas pareil quand dernièrement, on entend un petit peu parler, donc j'en parle parce qu'on ne peut pas être indifférent à ça, mais dans notre consultation, on entend parler vraiment de tout jeunes, 14, 15 ans, qui
qui consomment des opiacés, donc vraiment un risque de développer une dépendance. 14-15 ans, les opiacés, on est content d'en entendre parler pour pouvoir s'en occuper aussi. Précocité de la prévention, de l'accès aux soins quand on est dans des situations comme ça. Les troubles du sommeil, l'anxiété, enfin différents problèmes psychologiques, la dépression. Dans les vulnérabilités neurobiologiques, j'évoque le TDAH parce que c'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup dans la société de plus en plus. Je ne sais pas s'il y a ici des personnes qui sont de côté de l'enseignement, mais enfin on en parle beaucoup. Et effectivement, en addictologie, on a de plus en plus on est en train de penser à faire presque un dépistage systématique comme ça chez les jeunes, parce qu'un jeune qui présente un déficit d'attention avec ou sans l'hyperactivité est beaucoup plus à risque quand même de développer une addiction à une substance, cannabis ou autre, pour faire face, pour l'aider à réguler ce qui se passe à l'intérieur de lui, cette agitation, ces difficultés, voire l'anxiété, voire le manque de confiance en soi qui peut être lié au TDAH. Je ne vais pas tous les lire. La mauvaise image de soi, c'est la confiance en soi. Hein, en général, c'est quand même le socle sur lequel le reste se construit. Si ma confiance en soi est un peu vacillante et puis que je fume un joint, puis que ça me booste un peu, ou je prends de la kétamine et ça va me booster un petit peu, bon, voilà, c'est un facteur de risque. A contrario, vous avez les facteurs de protection qui sont là, qu'on évalue. Un jeune qui arrive à avoir un sens critique sur ce qu'il est en train de faire, qui arrive à identifier un peu pourquoi il fume un joint tous les soirs, parce que j'ai des troubles du sommeil, qui peut en parler. Derrière le trouble du sommeil, c'est parce que je suis anxieux, parce que j'ai une évaluation demain. Enfin, tout ça, c'est des facteurs de protection qui montrent que le jeune peut avoir cet esprit un petit peu critique et mettre un petit peu à distance ses comportements, pas forcément pour les arrêter, mais ne serait-ce que pour avoir une certaine distance protectrice. Dans les facteurs parentaux, familiaux, évidemment, c'est une notion de rejet parent-enfant, d'abus de substances chez les parents, ça peut être un facteur de risque. Après, sans le drame, il y avait vraiment, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment la notion de compensation. Alors, c'est pas parce qu'on voit un parent qui consomme qu'on va s'affoler par rapport à son jeune, parce que ça peut être un parent qui consomme et qui a une attitude très claire par rapport à ça. Et là, on verse du côté des facteurs de protection, qui va avoir une attitude désapprobatrice envers les consommations chez un adolescent, chez qui il y a toute la vulnérabilité neurologique, notamment, qui est là. C'est pas pareil comme un adulte de choisir de boire un apéritif tous les soirs ou boire un verre de vin ou 2 ou 3 tous les soirs que chez un jeune adolescent. Le manque de présence parentale, le manque de lien entre les parents-enfants, ça c'est aussi quelque chose de très important. Et là où c'est utile dans nos pratiques, je pense à tous, de le savoir, c'est pour pouvoir, c'est pas seulement pour l'évaluer, mais c'est aussi pour pouvoir utiliser ça avec les parents. Souvent, quand on voit les parents, ils perdent confiance en eux aussi. Ils ont un jeune qui est en difficulté, se culpabilisent facilement, sont rapidement dans l'impuissance. Et je pense que notre travail de leur dire, mais votre attitude, ce que vous allez dire à votre enfant, ce que vous pensez est très important, même s'il vous envoie bouler, parce que c'est un adolescent, il doit vous envoyer bouler et c'est normal. Mais de pouvoir leur transmettre que leur parole, leur avis à eux, est très certainement le plus important pour les jeunes, plus important que ce que nous, par exemple, les professionnels, pouvons dire.
Et donc voilà, pouvoir le nommer là, c'est pour pouvoir l'utiliser vraiment avec les parents, leur redonner ces compétences, les encourager. Et en général, c'est des choses qu'ils apprécient, enfin, qui revalorisent, qui redonnent confiance et qui les aident à être à nouveau plus présents. Les facteurs liés à l'environnement. Donc là, on est plus dans ce qui se passe du côté du jeune avec l'école, enfin l'absentéisme scolaire, on l'a vu avant, c'est pas bon signe quand un jeune décroche de l'école. Dans notre travail, dans notre consultation, on a des situations différentes. On a un certain nombre de jeunes, on n'a évidemment pas les jeunes qui vont très bien, donc on en a beaucoup qui sont en situation de décrochage, de difficulté, et on va toujours chercher avec eux, voir est-ce qu'ils sont capables de retourner à l'école, oui, non. S'ils le sont, on va chercher le projet qui va être le plus adapté. S'ils ne le sont pas, pour le moment c'est trop tôt, il faut s'occuper déjà d'aller mieux, de rebooster un peu la confiance en soi, de se sentir mieux dans sa vie. On va chercher là avec le jeune qu'il ait quand même un projet d'insertion sociale, qu'il ait une petite activité, même une petite activité dans la semaine, parce que c'est un facteur de protection que d'être inséré dans quelque chose plutôt que de rester isolé dans sa chambre et sans aucune activité. On rejoint les notions d'appartenance dont on a parlé avant, être dans une activité, dans une mesure d'insertion sociale, c'est de se retrouver appartenir à un projet avec des jeunes, avec des adultes, et qui rejoint quelque chose de fondamental à l'adolescence. J'ai besoin de trouver ma place parmi les autres, parmi les jeunes, mais parmi les adultes, et à terme, dans la société. Je crois qu'on arrive tout à fait à la fin, voilà. Quelques phrases de conclusion. Donc l'adolescence est une période qui est plus vulnérable vis-à-vis de l'usage des substances. C'est une réalité. Donc l'attitude vis-à-vis des jeunes n'est pas la même que vis-à-vis des adultes. Et on peut leur expliquer, que ce soit la vulnérabilité neurologique ou la vulnérabilité en termes de... j'ai le mot qui m'échappe, mais voilà, sur le plan du développement. On se cherche, donc on explore un peu tout. Pourquoi pas, mais quels sont les risques ? Repérer les facteurs de risque, c'est donc un premier pas vers la prévention, les repérer, les questionner, en parler des substances, parler des consommations, s'informer. Je le dis jamais assez, mais on n'a pas besoin d'être spécialiste. Ce dont on a besoin avec les jeunes, c'est de parler avec eux. Et tout ça fait déjà, je pense, le travail de prévention et d'intervention précoce. Voilà. Merci.